Bien. Bien, écoutez, bienvenue à vous deux. Donc, c'est Cédric Delage, hein, qui est vice-président de la French Tech Périgord. Alors, on dit plus French Tech Périgord et non plus French Tech Périgord Vallée, si on a bien expliqué. Et Natalia, pardon, Hérault, qui est directrice. Vous voulez que je m'assoie à côté? Oui. Allez, je vous pose compagnie quelques instants, monsieur le préfet. Donc, qui est directrice déléguée de French Tech Périgord, avec Samuel Coste, que tout le monde connaît ici au niveau de la CCI, qui vont donc nous expliquer ce matin. On a à peu près 20-25 minutes si on veut garder un temps d'échange avec la salle au maximum pour pouvoir nous expliquer à la fois les actions partenariales que nous menons, entre la CCI de la Dordogne et French Tech Valley. Et puis, Monsieur Delage, davantage lui axé sur des actions que vous avez pu mener au sein de l'entreprise qui pourront donner un éclairage à nos administrateurs sur ce qu'il est possible de faire de manière très, très concrète là-dessus. Donc, c'est bien volontiers que je vous cède la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir effectivement à votre moment privilégié de cette AG pour parler attractivité du territoire et French Tech Périgord. Donc effectivement, on a été francisé. On a perdu le Valais pour s'appeler French Tech Périgord, mais ce qui est beaucoup plus simple, effectivement, qui tout le monde comprend. On a la joie aussi de partager avec vous, la CCI en tant que membre fondateur, la relabellisation de notre communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une reconnaissance par l'État du dynamisme de notre territoire sur les 2 ans et demi de création de l'association. Un dynamisme effectivement que nous partageons bien sûr avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est particulièrement dynamique et innovante, et avec une capitale French Tech Bordeaux et 6 écosystèmes dans les autres départements qui constituent la région Nouvelle-Aquitaine. Alors un petit mot effectivement pour expliquer un peu ce qu'est une communauté. Une communauté French Tech, c'est pour avoir cet étendard que nous rassemblons effectivement derrière ce coq rouge pour dire qu'il y a de la tech, il y a de la tech en Dordogne. Il y a de la tech, effectivement, ce sujet de l'innovation est porté maintenant depuis 10 ans par la French Tech au niveau national. Et c'était important, effectivement, de le décentraliser au niveau d'un territoire aussi comme le Périgord. Et vous êtes aussi vous-même des entreprises qui innovez tous les jours pour essayer de faire la course en tête. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important au niveau de l'innovation parce que c'est création d'emplois, bien sûr, vous le savez. Et donc, si vous voulez bien, effectivement. Tu qu'on passe? Oui, juste pour voilà, pour dire, donc voilà, juste avant, la force du réseau. Donc une communauté, c'est pour dire, juste avant, pardon, voilà. La force du réseau, c'est de faire partie d'un réseau national qui comprend 16 capitales au niveau national, qui comprend 32 communautés en France qui viennent d'être relabellisées. Il y a des communautés dans le monde entier, effectivement, à Berlin, en Australie, et ce qui fait que si un entrepreneur d'ici veut avoir un contact avec la French Tech en Caroline du Nord, par exemple, comme Cédric l'a fait récemment, c'est possible et on peut avoir un correspondant direct. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait à la French Tech, c'est faire gagner du temps aux entrepreneurs, aux startups, qui sont pris dans pas mal de sujets. Vous le savez, au début, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être vraiment partout et tout ce qui va pouvoir faire gagner du temps aux startups, aux entrepreneurs, trouver le bon interlocuteur, trouver les 2 sujets qui occupent principalement les startups, c'est trouver du financement. Ça, c'est vraiment toujours le nerf de la guerre. Donc, s'adresser aux bourses French Tech, à la BPI, Banque des Territoires, tous ceux qui peuvent faire obtenir du financement public. Développer, bien sûr, le chiffre d'affaires pour avoir aussi des fonds propres, donc du financement privé. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de trouver les bons interlocuteurs, notamment à la CCI, bien sûr, puisqu'on travaille en partenariat très proche avec la CCI. On partage l'ADN de développer et vous accélérer les entreprises sur le territoire. Donc c'est un petit peu effectivement ce que nous faisons.
Et on a des programmes nationaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais finir effectivement sur ce qu'on fait plus précisément, que vous avez certainement déjà vu passer. Alors, fédérer et animer l'écosystème, c'est savoir de quoi ont besoin les startups, les entrepreneurs, les entreprises innovantes, les PME, et les réunir autour d'un sujet, d'une thématique, comme effectivement le financement, comme la structure juridique, comme effectivement toutes les questions que se posent les jeunes entrepreneurs. Participer de façon active au réseau des communautés French Tech de Nouvelle-Aquitaine. On vient de se réunir à Pau, où French Tech Pau Béarn a fait une très très belle soirée qui s'intitulait les Golden Tickets pour aider les startups à aller à l'international. Ça, c'est un sujet aussi que porte Cédric. Cédric, effectivement, l'international, juste un tout petit mot pour dire l'importance de l'international pour les startups et les PME. Hein. Il n'y a pas que les startups qui veulent aller à l'international. Il faut y penser assez tôt, même si on n'est pas en capacité tout de suite, mais ça fait partie des enjeux pour justement travailler sur ces enjeux de souveraineté nationale, ne pas être lié entièrement aux GAFAM, souveraineté industrielle. Je pense que tu es particulièrement attaché à ce sujet-là, comme vous tous aussi. Souveraineté des données avec le sujet de la cybersécurité. Vous en êtes emparé, nous aussi, effectivement, depuis un long moment. Juste un petit mot, Cédric, pour pas être toute seule à parler. L'international, c'est important? Alors, c'est une question très ouverte ou fermée, c'est oui ou non, je ne sais pas trop. Le fait est que l'international, pour une entreprise, jeune ou moins jeune, n'est plus associé au paradigme d'il y a quelques années où on disait il faut d'abord être bon chez soi pour essayer d'aller voir ailleurs. C'est absolument plus vrai. C'est-à-dire que les entreprises qui ont une innovation, qu'elle soit de rupture ou simplement d'usage, peuvent très bien trouver à l'international des marchés solvables qu'elles ne trouveront pas en France, voire des marchés solvables qu'elles pourraient trouver en France après des années d'efforts et donc de découragement associé. Donc oui, l'international doit être pris tout de suite en compte dans une logique de marché, d'intérêt du marché pour une innovation, qu'elle soit d'une start-up ou d'une entreprise traditionnelle. Et l'international, c'est pas que le client, c'est aussi le fournisseur qui donne un avantage décisif à son business en France ou ailleurs. Donc la réponse est sans ambiguïté, il faut raisonner international très vite, très tôt dans son modèle. D'autant plus qu'effectivement, tu reviens du CES de Las Vegas, où tu as accompagné les 24 startups de la région Nouvelle-Aquitaine dans la team Nouvelle-Aqui, c'est ça? Oui, et donc ça, c'est un petit hommage à la chambre régionale, internationale, c'est ça? Internationale, oui. CCI international. Dont d'ailleurs le directeur est un ancien périgourdin. Les périgourdins peuvent aussi réussir à Bordeaux. Et pas tous, hein, ils sont ostracisés, mais bon. Donc Benoît Cuvigny-Rénal, pour ceux qui l'ont croisé, fait un travail assez remarquable là-bas. Et effectivement, malgré tout ce qu'on a pu dire sur l'intérêt du CES et son côté un peu bling-bling et un peu fête foraine, et c'est vrai que ça ressemble à une fête foraine, Las Vegas, hein, d'avoir eu 24 entreprises, dont d'ailleurs une grande majorité avait un ADN industriel. Au CES de Las Vegas, sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, a été déterminant, y compris pour le pouvoir politique, en l'occurrence Alain Rousset, avec qui on a discuté et débriefé de cette action, pour dire, malgré toutes les réticences, il faut continuer, parce que sur les 24 entreprises, quasiment toutes ont des retours extrêmement importants, je dirais, de court terme, alors d'exposition aux médias pour se faire connaître, d'exposition à des marchés internationaux, mais aussi, et c'est très curieux, mais je suis sûr que certains d'entre vous le savent, d'être, et c'est vraiment d'ailleurs un grand point commun à la plupart de ces entreprises, d'avoir été au CES à Las Vegas, les a fait rencontrer des Français qui n'auraient jamais pu rencontrer en France, vu les obstacles pour rencontrer des décideurs, parce qu'à Las Vegas, il y a des décideurs de tous les grands groupes,
C'est devenu le salon de l'automobile, hein. C'est plus Genève, c'est Las Vegas. Et quand je dis de tous les grands groupes, c'est de tous les grands groupes. C'est-à-dire que vous avez le CEA qui est très présent. Le CEA, c'est de très belle occurrence d'innovation possible. Vous avez l'automobile, vous avez la tech, vous avez des industriels, vous avez par exemple le ferroviaire, vous avez des industriels du monde médical, hein, et ça, on ne peut pas avoir ces gens-là facilement en France parce que les sièges sociaux font toujours 40 étages et avant d'arriver au 40e, il faut passer beaucoup de portes et de petites baronnies, chose qu'il n'y a pas à Las Vegas. Donc ça, c'est déjà exceptionnel. L'accessibilité, effectivement, la facilité de rencontrer des personnes de haut rang dans un périmètre très resserré. Et enfin, on a pas mal discuté avec l'équipe de la région de l'intérêt de renouveler ça. Vous connaissez les difficultés budgétaires de la région par rapport aux augmentations de l'énergie et des transports, enfin de tout ça. Donc tout le monde cherche de l'argent partout. Donc ce qui est le plus facile à couper, c'est les salons, c'est les supports aux entreprises. C'est assez facile. Ça serait dommage parce que même si ces entreprises ne réussissent pas avec leur business model d'aujourd'hui qu'elles ont exposé à Las Vegas, ça vaut 5 ans d'école de commerce internationale de passer 2 semaines à préparer, 1 semaine à vivre et 4 semaines à faire le follow-up. Donc c'est très important pour nos entreprises. Il y avait une entreprise du Périgord, hein, qui était représentée, qui était Amel avec son automate de distribution de produits. Voilà. C'est un peu faible, hein, je trouve, pour le Périgord. J'espère que l'année prochaine, on pourra en accompagner beaucoup plus parce qu'on a vraiment des belles entreprises ici. Monsieur Fauvel, effectivement, confirme qu'il y a des très belles PME innovantes qui vont à l'international. Ça ne se sait pas trop, mais effectivement, la CCI les aide aussi avec la CCI internationale. Oui, tout à fait. Et y compris au niveau des startups que vous signaliez tout à l'heure, on essaye avec François Gommet là, de leur mettre en parterre de Business Angel pour essayer aussi d'amorcer un petit peu ces capitaux dont ils ont besoin pour développer leur activité. Donc, ça vient en complément de ce qui est fait par des partenaires également comme le Crédit Agricole. Voilà, on est très vigilant là-dessus parce que vous avez raison, Cédric, 1 sur 24 pour le Périgord, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant parce c'est vraiment un territoire où on innove et le problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à le faire savoir quelquefois. Et on est là pour ça, je crois, les uns et les autres. Exactement, pour créer un écosystème, seul on n'y arrivera pas, mais ensemble, effectivement, vous avez cité le Crédit Agricole qui est aussi notre partenaire. Effectivement, toutes ces structures se mettant ensemble pour dynamiser et emmener ces startups sur le territoire. Alors juste, les startups ne sont pas toutes en levée de fonds. On ne recherche pas toutes effectivement des levées de fonds. Je pense notamment à une de nos startups et aussi vice-président de la French Tech Périgord, c'est l'entreprise B2G SARL à Sarlat, enfin du côté de Saint-Geniès. On dit toujours qu'il faut préciser effectivement, et qui fait des réducteurs de vitesse. C'est tout ce que je sais. Après, il faudrait voir les spécialistes, mais qui ne sont pas effectivement forcément sur cette recherche de levée de fonds, mais qui ont besoin de tout cet écosystème pour les soutenir. Ils viennent d'intégrer aussi une bonne nouvelle pour eux, et même à partir du Périgord, effectivement, on peut se rendre visible. Ils ont intégré un relais du programme de French Tech Bordeaux, en partenariat avec les autres communautés, le French Tech NA20, pour dire effectivement les 20 entreprises les plus innovantes sur l'ensemble du territoire. Et grâce à cette visibilité, ils ont pu intégrer, alors, et aussi leurs efforts, hein, difficile de quantifier, mais grâce à cela, ils ont pu intégrer aussi l'incubateur Renault à Paris, effectivement, qui a besoin des innovations de cette start-up pour imaginer le futur de la mobilité. Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles et c'est ce qu'on essaye de faire passer, effectivement, et de répondre aux attentes des entreprises un peu isolées, un peu solitaire, effectivement. C'était le cas, par exemple, de cette entreprise à Sarlat, où vous imaginez bien que c'est compliqué de faire venir des décideurs, même si, effectivement, on y arrive quand même.
Mais c'est ce que fait aussi le board de la French Tech Périgord. Alors, Olivier Defoe, qui en est le président, s'excuse auprès de vous, il n'a pas pu être là. Mais ce qu'il fait aussi avec ces jeunes entrepreneurs, c'est de faire du mentorat, de faire de l'accompagnement, de les aider à sortir de l'isolement. Et lui a bénéficié effectivement de pas mal de systèmes justement dus aux entreprises innovantes. Il a pu obtenir le C2I, le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation. Il a été ici accompagné par la pépinière capacité du Grand Périgueux. Donc, il a suivi tout ce parcours qui maintenant l'amène effectivement à être une PME toujours innovante, mais il fait bénéficier de son expérience et de son réseau à ces jeunes entrepreneurs. La même chose effectivement pour tous ceux qui ont intégré le board. Je pense à Leslie Lepelletier pour Cocori Cosmétiques, etc., etc. Effectivement, c'est de l'accompagnement, c'est du mentorat. Cédric aussi accompagne ces jeunes startups pour voir effectivement quelle innovation peut être poussée par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et on est particulièrement attaché à ça. C'est peut-être le moment de parler de la feuille de route, si tu veux bien. Ce serait bien, oui. Oui, parce qu'en fait, il faut se dire pourquoi on reçoit la French Tech aujourd'hui. C'est ici à la CCI Dordogne, en tout cas dans l'Assemblée générale, c'est qu'on a une convention qui est signée au niveau de la Chambre économique avec la French Tech Périgord. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est la feuille de route qui associe la French Tech et la CCI Dordogne. Alors, je vais dérouler les quelques événements qu'on va gérer ensemble. Un premier, alors qui est un peu notre marronnier, puisque chaque année on remet cet événement en avant, c'est la partie RSE. Alors je crois qu'on les a pas mis forcément là-dessus. Tiens, je te redonne la télécommande. Voilà. Non, oui, Voilà. je l'ai pas. Un événement sur la RSE. Alors on a changé la date. Alors la date, c'est je sais plus maintenant. Tu me dis. Alors c'est le 16 juin 16 et juin. on a choisi la RSE parce qu'effectivement les entreprises déployant des démarches RSE sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Donc c'est particulièrement intéressant effectivement et il va falloir, mais vous le savez déjà, comme tout le monde effectivement, combiner les exigences économiques et les exigences environnementales. Mais apparemment, effectivement, ça a un coût, ça a un prix et il va quand même falloir changer nos habitudes en tant que consommateurs et entrepreneurs. Donc il faut accompagner les entreprises et les responsables RSE. Donc cet événement, c'est l'occasion d'avoir des tables rondes avec des experts qui racontent effectivement comment ils ont obtenu le label Bicorp, par exemple, ou d'autres labels, et comment ils ont suivi cette démarche. On est particulièrement sensible à la French Tech pour dire que les grands accompagnent les petits, pour montrer un petit peu la voie et leur faire gagner du temps et leur montrer effectivement les difficultés, mais aussi les points de passage obligés et savoir comment ils peuvent les passer avec le moins d'encombre possible. Et on va annoncer effectivement un groupe de travail sur les responsables RSE piloté par Mademoiselle Dessert, Barbara Bosquet, qui est responsable communication et RSE. Qui se représente à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier événement pour le premier semestre 2023. Et deuxième événement en 2023, alors là, c'est une première en Dordogne, mais ce sera la seconde édition en Corrèze, puisque j'ai une de mes collègues qui a lancé un événement qui s'appelle le Créaton, by CCI. Et le Créaton, c'est 2 jours dédiés à la création d'entreprises, dans lequel, en fait, on reçoit des porteurs de projets. Alors, je vais expliquer le rôle de la French Tech et pourquoi on s'associe avec la French Tech pour cet événement-là. Mais c'est de recevoir des porteurs de projets et pendant 2 jours, de les coucouner et de les amener à améliorer en fait leur projet. Tout ensemble, avec des équipiers, des coachs. Alors, des coachs, c'est souvent la CCI qui va gérer ça, avec plusieurs tables. Mais les équipiers, on aurait souhaité que les membres en fait, de la French Tech soient les équipiers qui accueillent ces jeunes porteurs de projets. En fait, voilà. Ça, juste un point. C'est un événement effectivement qu'on importe de la CCI Corrèze, qui a eu lieu cette année avec beaucoup de succès, qui a très bien fonctionné et qu'on va effectivement déployer ici dans le courant de l'année avec le même objectif. D'accompagner trentaine de projets, c'est à peu près la chose, je pense. Voilà, on va essayer de sourcer 30 projets pour peut-être en garder une quinzaine, vingtaine au maximum. Il faut en sourcer un plus grand nombre pour arriver à en garder un certain nombre qui sont potentiellement accompagnables. On a déjà les dates, c'est le 19 et le 20 octobre.
pour les deux jours d'affilée. C'est un peu sur enfin, on appelle ça le craton parce qu'en fait, il y a toujours l'idée du hackathon pour ceux qui ont l'habitude du milieu informatique. C'était vraiment d'enfermer les gens pendant 48 heures et de faire du développement informatique. Ben là, c'est la même chose, mais pour la création d'entreprise. Nous ne les enfermons pas 48 heures d'affilée, mais c'est sur 2 jours en tout cas. Donc, c'est un événement qu'on souhaite en partenariat avec la French Tech, sur lesquels on recherche aussi, il y a du sponsoring. Donc la porte est ouverte aujourd'hui. Laissez-vous, on va dire, emporté par l'envie de sponsoriser en fait cet événement-là, parce qu'il y a quand même des lots qui sont donnés aux 3 premiers finalistes de cette opération-là. Le rôle de la French Tech, donc on a dit, c'est de sourcer aussi des projets, parce que des projets, on envoie à la CCI, mais la French Tech, on reçoit aussi. Donc l'imaginer, c'est vraiment sourcer des projets. C'est de proposer donc les équipiers et puis d'animer le jour même, voilà, de ces 2 jours que l'on souhaite très actifs et très dynamiques. J'insiste sur le rôle du. Alors, les sponsors, bien entendu, sont très importants, mais le rôle du mentorat également. Et du mentorat. Puisque je dirais que c'est l'originalité de ce système, fait qu'il y a un vrai brassage dans les profils d'intervenants. C'est peut-être ce qui a fait un peu défaut à la première opération. Donc voilà, j'insiste sur ce point-là. N'hésitez pas à vous proposer candidat pour accompagner ces projets-là. 19 et 20 octobre. Troisième partie aussi. Alors, bon, je crois qu'on va en reparler, je pense, avec la 3e intervention qui sera dédiée à la cybersécurité. Mais la French Tech participe aussi à la co-animation sur le club des DSI qui a été lancé conjointement par la CCI, en l'occurrence par Kevin M, et par la French Tech avec Nathalie Hérault. Donc là, c'est co-animation, alors quoi, parce que qu'est-ce qu'on peut rajouter dans les co? Non, c'est que effectivement, on avait décidé de travailler ensemble côté DSI avec Kevin, effectivement, qui est DSI à la CCI et qui parle aux autres DSI, et la French Tech Périgord, effectivement, où on a plutôt invité des experts sur cette thématique pour apporter du contenu de temps en temps sur ces sujets-là. Par exemple, on a reçu l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On a reçu une start-up qui travaille avec le Cybercampus. Donc, c'est voilà, apporter de l'expertise, du contenu et faciliter le travail des responsables DSI qui veulent travailler ensemble, qui veulent pouvoir effectivement s'entraider mutuellement. On s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'échanger, hein, comme tout le monde. Là, en plus, effectivement, il y a beaucoup de sujets cyber qui sortent. Il y a le rapport la cybermalveillance.gouv.fr qui vient de sortir pour dire le top 3 des violations de données, les phishing, les ransomware. Donc, il faut informer ensuite les responsables et dirigeants des travaux des responsables DSI et les aider aussi à obtenir du budget, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, à obtenir du budget pour le hard et le soft concernant la sécurité des systèmes d'information. Ok, alors ça, je pense qu'on va en parler sur la 3e intervention, n'est-ce pas? C'est ça, voilà. Et puis, dernier point sur lequel on souhaiterait que la French Tech intervienne, c'est justement, parce que vous travaillez quand même avec des entreprises industrielles, il y a des startups qui vont s'intéresser, Cédric de le disait tout à l'heure, sur le milieu industriel, donc on souhaiterait quelques interventions aussi dans nos clubs ETI, qui est géré par la CCI, en l'occurrence c'est François Gommet qui mène la barque. Donc quelques interventions et peut-être même 1 ou 2 événements dédiés au monde industriel en sus de ces actions. Donc voilà, je crois j'ai fait le tour. Je laisse par contre maintenant la parole à Cédric Delage. Et je crois que Cédric, je ne sais même pas si tu t'es présenté tout à l'heure. Donc je te laisse te présenter. Voilà, et on te laisse la parole. Donc je suis Cédric Delage et je suis vice-président de la French Tech grâce ou à cause de Natalia. Depuis combien de mois? C'est-à-dire quelques mois. Oui, depuis notre âge des 3 mois. Et donc, je suis un ex-industriel, pas repenti, parce que j'étais très fier de ce que j'ai fait, qui dirigeait entre autres une société à Saint-Albert qui s'appelle la Fed, et dont vous avez peut-être vu un papier dans Sud-Ouest vendredi ou jeudi. Donc, c'est une société que je dirigeais de façon familiale et qu'on a cédée en février dernier. Un fonds et un président de société, président de groupe. Et vous avez peut-être vu que ces gens-là ont un avenir
fait, ou en tout cas à faire pour la société, puisqu'il prévoit d'embaucher 100 personnes d'ici quelques années et d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur le site de Saint-Albert. Alors, pour ceux qui connaissent Saint-Albert, c'est plutôt atypique, puisqu'il y a plutôt des trufficulteurs et un vague musée, je ne pourrais pas dire ça, mais en tout cas sur Napoléon, pas très loin. Bref, ça c'est pour dire que l'industrie en Périgord, ben, il y a de l'avenir, il y a des choses à faire, et qu'il y a des gens qui ont mesuré quelque chose qui est peut-être un peu nouveau avec le Covid. C'est une nécessité qui est apparue comme presque vitale à nos hommes politiques et à nos élites de relocaliser des choses qui n'auraient pas dû être délocalisées. Donc, tout ce qui est afférent à une forme de souveraineté, en l'occurrence, là, c'est l'électronique, mais il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a le médical, il y a certains produits de consommation qui sont vitaux. Donc, tout ça pour dire que l'aventure industrielle en Périgord ne fait que commencer. Et si on souffre d'un déficit et d'une image assez tarte à la crème avec le foie gras et les truffes, moi, pendant 25 ans où j'étais dans l'entreprise, j'ai jamais mis en avant que j'étais du Périgord. J'ai mis en avant que j'étais un industriel innovant. Comme c'est le thème de l'intervention que nous a demandé la Chambre, je vais essayer de vous dire ce que c'est que, de mon point de vue, et avec mon propre retour d'expérience, ce qu'une entreprise innovante peut faire, devrait faire ou s'efforcerait de faire. Alors, il y a quelques jours, peut-être certains d'entre vous sont aux APM ici, s'il y en a qui sont aux APM. Il y en a? Ah ben voilà. Et à Nantes, il y a eu le congrès des APM, donc qui reçoit des experts et des chefs d'entreprise. Et il y a un type qui s'appelle Étienne Klein. Alors, on va être obligé d'être aux APM pour connaître Étienne Klein, mais c'est un centralien qui travaille beaucoup sur les concepts d'innovation et de progrès. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez vous endormir mieux le soir en ayant l'impression d'être plus intelligent, de regarder quelques-uns de ces topos sur YouTube. Et ce type-là, il a bien repris l'idée d'innovation que je trouve assez vraie. Et finalement, je ne m'étais jamais interrogé dessus. C'est qu'une innovation, c'est quelque chose c'est pas le progrès, c'est pas quelque chose qui va changer la face du monde. C'est pas l'arrivée du train après les calèches ou l'arrivée du téléphone portable après les feux de fumée des Indiens. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer l'existant et qui va faire que ça va être décisif pour attirer des gens qui s'appellent des clients ou des fournisseurs qui vont utiliser vos procédés. Une fois qu'on a posé ça, ça veut dire que tout le monde est capable d'innover. Absolument tout le monde, quelle que soit l'entreprise. Puisque c'est un état d'esprit, c'est aussi un peu une posture, mais on part tous, quand on est en entreprise, d'un constat, c'est qu'il y a un existant qui marche plus ou moins bien. Et ça me frappait, moi, quand j'étais à Saint-Albert, de voir des gens qui avaient 20 ans d'ancienneté qui me disaient à chaque fois « Ah ouais, mais on a toujours fait comme ça ». Et ça, c'est la phrase qui tue la notion d'innovation. Et dès que quelqu'un dit ça, là, vous vous dites il y a un truc à creuser pour faire mieux. Parce que si on a toujours fait comme ça, c'est qu'il faut faire maintenant autrement. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée sur l'innovation que je partage avec vous, c'est que c'est quelque chose qui est devenu une tarte à la crème. Donc, Klein disait que dans le rapport H2020 sur l'Europe qui s'est voulu innovante, sur un rapport de 50 pages, il y avait 356 fois le mot innovation cité, sans qu'à aucun moment ils aient donné la définition d'innovation. C'est frappant, hein, quand on fait de la statistique sur le terme utilisé dans les rapports des politiques ou des élites. Concrètement, pour les entreprises que vous êtes, l'innovation, vous vous dites, c'est le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt recherche. Ça doit vous parler, ça.
Donc en fait, l'innovation, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans un pays qu'on doit prendre comme modèle, de mon point de vue, si on veut être performant, c'est les États-Unis, et qui est présent chez nous sous forme de régulation fiscale pour avoir du crédit d'impôt. C'est déjà dire la grosse difficulté de le mettre en œuvre dans des entreprises. Nous, on transforme un concept en obligation juridique et fiscale, puisque vous savez que si vous prétendez au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation, il faut documenter. Il faut documenter avec un nombre d'heures, avec des coûts directs, indirects, etc. Et après, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un contrôle fiscal qui, lui, va vous demander de redocumenter et qui va dire tout ce qui est documenté n'est pas suffisamment documenté. Et donc, ça va revenir à peu près 4 fois plus cher entre le montage du dossier et les aides que vous aurez. Voilà, donc ça devient un peu triste. Donc, ne faites pas de l'innovation pour avoir des aides, même si c'est bien. Il y a 2 types d'entreprises d'ailleurs, hein. Celles qui font de l'innovation sans demander d'aide et celles qui survivent uniquement avec les aides d'innovation et qui un jour ou l'autre tombent. Et j'en ai connu, mais beaucoup, hein, notamment en France, enfin en Aquitaine, pardon, mais aussi en France. Donc il ne faut pas que ça soit une posture fiscale pour avoir un peu d'argent, de crédit d'impôt, etc. Il faut vraiment que ça soit décliné auprès des équipes de l'entreprise avec un leitmotiv. Si on a toujours fait comme ça, faisons autrement pour faire mieux, tout en garantissant un résultat de qualité. Donc, et ça, en fait, si vous réfléchissez bien, ça n'existe pas dans les grands groupes. L'innovation n'existe pas dans les grands groupes. Alors, le crédit d'impôt, oui, puisque vous savez que le CIR le plus élevé, je ne sais pas si vous le savez ça, quelles sont les entreprises qui ont les plus gros CIR en France sous forme de crédit d'impôt? Vous en avez une idée? Non, c'est pas l'automobile, c'est le secteur bancaire. Alors ça paraît marrant, hein, mais en particulier BNP avait des millions d'euros de crédit d'impôt innovation, alors que ça s'adressait à l'origine aux PME pour qu'elles deviennent des ETI et ensuite des grands groupes. Donc encore une fois, de bonnes idées qui sont détournées par... ça c'est le premier point. Deuxième point, moi j'ai assisté à la création d'un cluster qui s'appelle Aerospace Valley, qui était un cluster de compétitivité, c'est-à-dire son terme, cluster de compétitivité, et qui visait à faire se rencontrer des PME innovantes avec des grands groupes friands d'innovation. Sur le papier, c'est très excitant, et d'ailleurs j'ai été tout de suite membre de ce cluster, qui était sur Toulouse, mais qui regroupait l'Aquitaine et l'Occitanie. Et j'ai dû travailler dans ces instances pendant une dizaine d'années avec les grands groupes phares de notre industrie, donc Airbus, Safran, Thales, etc. Et puis une myriade de PME qui naissaient avec des cadres brillants qui créaient leurs entreprises, ou des jeunes qui créaient des entreprises, ou des PME comme nous, un peu historiques, un peu familiales, etc. Et on arrivait avec des projets pour faire de l'innovation, c'est-à-dire des choses qui allaient qui allaient coûter moins cher en étant mieux. En gros, c'est ça, hein, l'innovation, c'est coûter moins cher et aller mieux. À l'époque, on ne parlait pas encore de consommation d'énergie, depuis quelques années. Et donc, on s'est retrouvé attablé avec tous ces grands groupes, avec des instances juridiques qui pondaient des contrats à 250 pages pour partager les fruits de l'innovation entre des PME et des grands groupes. Inutile de vous dire que le partage était assez systématiquement de l'ordre de 99% pour le grand groupe et de 0,01% pour la PME. Les 0,09% restants s'étaient noyés dans les frais de friction avec des entreprises de conseil pour déposer un brevet, etc. Donc ça n'a pas marché. Et ce qui a marché, c'est que les gens se sont mis à se parler, mais c'est que les innovations sont captées par les grands groupes. Alors vous allez me dire, mais c'est pas terrible ce que tu dis. Non, en France, c'est comme ça. Je ne vais pas dire le contraire, c'est exactement comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire que les PME ne se développent pas, ça veut dire qu'elles se développent juste assez pour continuer à innover pour des grands groupes. Sauf si elles résonnent internationales. Et ça
faut aussi le dire, hein, vous avez une innovation, vous êtes une PME, vous protégez ça par des brevets. J'ai pas mal d'exemples où ces brevets ont été détournés et phagocytés, encore une fois, par des plus grands, des plus forts, au détriment des PME qui, à la fin, n'avaient plus rien. Alors vous me dites, mais c'est terrible, ça, on peut rien faire. Et non, on peut faire des choses. On peut faire, de mon point de vue, ça c'est mon retour d'expérience, on peut innover en étant capable, en discutant avec nos fournisseurs et avec nos clients, en trouvant des choses, encore une fois, qui font la différence parce que c'est mieux fait, mieux pensé, parce qu'on amène un autre service, parce que c'est un peu moins cher ou un peu plus cher, mais avec beaucoup plus d'efficacité ou de rapidité de mise sur le marché. Donc il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et un point qui me semble essentiel, c'est qu'une innovation, dès lors qu'elle est faite en France, au fin fond de la Dordogne, elle a un avenir ailleurs. Tout de suite, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, que ce soit aux États-Unis, et nous on l'a vu ça. Je l'ai vu. On travaillait sur ce qu'on appelle des Train Control Monitoring Systems, où on avait comme concurrents des gens comme Bombardier, enfin des gens, des géants. Et on est arrivé parce qu'on a fait des produits malins. Il ne faut pas être un génie pour faire de l'innovation, il faut être malin. Et ça, en Périgord, je pense qu'on a beaucoup de gens malins. Pas que nos agriculteurs, aussi des industriels. Et avec ça, eh ben on arrive, quand on va en Inde et que les Indiens ils regardent notre produit, ils nous disent ah mais merde, ton truc c'est 4 fois moins gros que mon machin, c'est 2 fois moins cher, ça consomme 6 fois moins, et je peux l'avoir dans 4 mois alors que le mien, je mets 1 an et demi à l'avoir. Ah, ben ça m'intéresse. Et là, paf, on trouve des marchés. Ensuite, il faut se faire payer, il faut vérifier, enfin il y a d'autres choses, hein. Et c'est pareil partout. Mais la contrario est vraie, c'est-à-dire qu'une innovation, vous la sortez. Moi, on a fait une innovation avec le CEA sur un numériseur sismique de l'espace. En l'occurrence, il n'était pas dans l'espace, mais un truc de fou, qui avait toutes les capacités au top par rapport au marché existant. Donc, première chose que je fais, je me dis, je vais aller prendre ma valise et mon téléphone et je vais aller à Berkeley, enfin en Californie, parce que c'est là qu'il y a les tremblements de terre, parce que c'est là qu'il y a de l'argent, parce que c'est là qu'il y a les laboratoires et les universités qui étudient tout ce qui est sismique et géophysique. Et je vais aller proposer ce produit qu'on a pondu avec le CEA et qui est le produit qui, sur le papier, surpasse tous les autres. Eh ben, ça a été le plus gros échec de ma carrière commerciale, puisque aucun Américain n'a voulu acheter le produit. Absolument aucun. Et pourquoi? Ils m'ont dit, mais ton produit, c'est vrai il est plus précis, il est plus robuste, il est qualifié dans tous les sens sur sa capacité à tenir des chocs, de l'humidité, etc. Parce qu'on l'avait installé au fin fond de l'Himalaya, avec le CEA, hein, au fin fond de la Mongolie. On avait véritablement maillé tout le territoire de ces systèmes. Mais les Américains étaient très dit, ouais, c'est vrai qu'il est super, mais moi, j'ai beaucoup moins cher et j'ai pas besoin de toutes ces performances, donc je n'achèterai pas ton truc, même si les performances sont meilleures. Donc l'innovation, c'est pas la course à la performance, c'est la course à trouver quelqu'un qui est prêt à payer le plus possible pour qu'il vous reste le plus possible de marge sur quelque chose. Donc là, je vous ai donné un contre-exemple où vraiment on a été très déçus. Et de reste, cette innovation, ce produit, on ne le vend qu'au CEA. J'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans à essayer de le vendre dans le monde entier aux autres nations friandes de systèmes géophysiques. Donc, en gros, vous imaginez que le monde entier veut faire de la géophysique parce qu'on surveille non seulement les mouvements de la Terre, mais on surveille aussi les mouvements de troupes de ses voisins, on surveille aussi des explosions nucléaires non autorisées, on surveille aussi des forages qui n'auraient pas dû avoir lieu. Donc on surveille beaucoup de choses avec de la géophysique. Mais ce que nous disaient les clients, c'est on s'en fout de connaître à la picoseconde l'intensité de la secousse. Nous, ce qu'on veut, c'est un système de datation de base et puis pas forcément une précision diabolique. Donc il faut toujours se rappeler que l'innovation, il faut d'abord le marché. C'est pas la peine de sortir un truc si c'est super, mais s'il n'y a pas de marché. Si on écoute son marché, on devient innovant et c'est ce qu'on a vécu avec d'autres business. Je vous ai parlé du Train Control Monitoring System. Je pourrais vous parler aussi des numériseurs qu'on a installés au Chili
pour numériser les signaux venus de l'espace et en faire des systèmes de renseignement sur les signaux radio pour voir s'il y a des caractériser en tout cas les grands corps célestes. Et Ça, c'est un exemple réussi alors. ça, c'est un exemple réussi. Et là, on est parti de technologies existantes en se disant quels sont les numériseurs actuels. Et on a regardé les numériseurs actuels et on s'est dit, mais pour qu'on soit meilleur, il faut qu'on soit sur un nombre de... Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, un nombre de bits supérieur et avec un échantillonnage plus fin, mais on n'a pas besoin de système... encore une fois, de datation très précis par rapport à ce qu'on cherche. Par contre, on a besoin de systèmes de filtrage très précis et on a travaillé sur des systèmes de filtrage des données. Et là, c'est que du logiciel, c'est-à-dire c'est pas une invention, c'est juste des mecs qui font du code pour filtrer des événements. Et là, on arrive à faire des trucs où les gens nous disent, mais votre truc, c'est tellement génial que ben, je vous mets fournisseur officiel de l'ESO, donc c'est en Allemagne, European Southern Observatory, et vous allez travailler sur les nouvelles générations qui vont aller en Afrique du Sud, en Australie, c'est le projet SCA pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrophysique. Et on est dessus et on marche, et aujourd'hui on est identifié comme des gens pas géniaux, absolument pas, ça serait comme des gens qui ont compris là où il fallait mettre le curseur pour avoir le marché. Et derrière, on arrive à vendre le prix qui va bien pour s'en sortir correctement. Oui, J'allais dire, Cédric, c'est toujours aussi passionnant de t'entendre raconter, parler d'innovation. Par contre, je vais me être le maître du temps. Je crois on va être en fin. Juste nous rappeler les deux axes là pour la partie innovation. Tu nous as parlé en premier point. Tu nous as dit. Je vous ai dit qu'il faut qu'une innovation, ça doit être liquide, Voilà. solvable, et le marché doit Et le être marché intéressé. et international aussi, on a parlé de ça. Je pense qu'on peut vous proposer, parce que vous restez déjeuner avec nous. Et le deuxième axe, c'est que toute entreprise peut faire de l'innovation chez elle. Il suffit simplement qu'elle remette en cause ce qui est bien fait, ce qui a toujours été bien fait depuis longtemps, et trouver à la marge quelque chose qui va le rendre un peu meilleur. Et là, vous aurez un surplus de marge, un surplus d'intérêt pour le marché. Et ça peut être fait par des gens de base. On n'a pas besoin d'avoir des ingénieurs Bac plus 10. Et chercher l'innovation sans forcément aller chercher les crédits d'impôt qui sont dédiés. Je vous propose de continuer la conversation à table, ensemble, et laisser peut-être déjà les remercier, l'applaudir, parce que bon, hein,